Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Dans ce nouvel épisode, je reçois à nouveau Touv. Si vous avez écouté notre premier échange sur son désir de devenir père, vous savez déjà à quel point ces mots résonnent juste, toujours empreints de douceur et de lucidité. Mais cette fois, on s'est attaqué ensemble à un sujet à vif, un sujet qui nous a profondément marqués, lui comme moi, l'arrêt de grossesse, qu'on appelle aussi la fausse couche, mais vous savez à quel point je n'aime pas ce terme. C'est un mot qui fait peur, un silence qu'on ne sait pas toujours comment briser, et pourtant une réalité que vivent chaque année des milliers de femmes et d'hommes. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, de la manière dont les hommes aussi traversent ce deuil invisible, souvent dans l'ombre, parfois sans mots. Tout va accepter de revenir sur cette épreuve sans chercher à représenter tous les hommes, mais simplement pour partager son vécu, ses émotions, ses doutes et ce qui a changé pour lui. C'est un épisode fort, nécessaire, pour continuer à ouvrir les yeux, les cœurs et les conversations. Bonne écoute! Salut Toul, je suis ravie de te recevoir au micro d'Insubmersible pour la deuxième fois. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'un sujet qui est terriblement difficile, qui nous a tous les deux marqués au fer rouge dans notre histoire et pour lequel il est primordial de lever le voile, la fausse couche. Il y a environ 200 000 fausses couches en France chaque année. Ça représente environ une grossesse sur 4 qui est concernée. C'est énorme. Et pourtant, il y a toujours autant de tabous sur ce sujet-là, que ce soit du côté des femmes comme des hommes. Et ces tabous génèrent vraiment beaucoup de solitude, ce qui rend cette épreuve encore plus difficile. Donc avec beaucoup de courage aujourd'hui, tu as accepté de venir nous partager ce que toi, tu as ressenti. Comment est-ce que tu as vécu cette épreuve et ce qu'elle a changé pour toi? C'est un échange qui est vraiment super important pour faire bouger les lignes et rendre visible l'invisible pour ceux qui vivent en fait ça et qui se sentent un peu moins seuls. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté le premier épisode que tu as fait? Bonjour Alicia, et merci encore de m'avoir invité une seconde fois. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle toujours Touv et j'ai 44 ans, je vais avoir 45 ans dans quelques mois. Donc aujourd'hui, je suis toujours en recherche de bonheur et de vie. J'ai la chance aussi d'avoir rencontré certaines personnes aussi de ma vie et aujourd'hui aussi. Et forcément, quand on va parler de ce sujet, c'est important de savoir dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui. Donc je suis assez heureux et libre de pouvoir parler de ce sujet aussi, qui est important pour moi, évidemment, et comme tu as dit aussi pour toi. Et du coup, tu as vécu cette épreuve de fausse couche il y a quelques années. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là? Alors, en pensant un petit peu à ces histoires, et j'étais vraiment assez serein de pouvoir en parler, dans le sens où ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose que je pense qui est propre à chacun. Ce que je vais ressentir, c'est ma version, ma vision. Et je pense que il faut juste savoir accepter, en fait, que les choses sont vécues différemment par d'autres personnes. Et pour autant, en fait, ça ne veut pas forcément dire que c'est moins dur, plus dur. Enfin, voilà. Je pense que c'est peut-être un premier truc que je vais dire. Tout ça pour dire que voilà, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était forcément juste nouveau. En fait, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Je ne l'avais pas vécu. Je pense avec maintenant du recul, je sais que je le vivrais pas de la même manière. Mais forcément, en fait, le premier truc, c'est un choc. C'est juste un choc. Tu sais pas du tout pourquoi, tu sais pas du tout comment. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment cette façon de ressentir. Elle est propre à chacun. Moi, c'était OK, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Mmh, je comprends. Nous, les femmes, en fait, on vit ça, directement à l'intérieur de notre corps. Pour vous, les hommes, c'est plus extérieur et du coup, tu vois, je me demandais, est-ce que toi, ça t'a généré, tu vois, au-delà du choc, un peu, une forme de ressenti d'impuissance, finalement, de frustration de rien pouvoir faire? C'est exactement ce que j'avais commencé à éluder, en fait, la première fois où on a discuté de ce sujet lors du podcast. C'est vraiment ce sentiment d'impuissance, surtout, en fait, parce que ce qui est sûr, en fait, quand tu vis une fausse couche, c'est que tu le vis en même temps qu'une autre personne. La personne qui le vit, la personne porte, c'est très fort, c'est vraiment de l'intérieur. Donc, en fait, en face, je suis là en me disant, OK, il y a quelque chose qui s'est passé, mais qu'est-ce que je peux faire? D'où le choc de comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, quand tu vois ça, c'est toi, tu as un choc. Deuxième choc qui arrive, c'est que tu vois la personne qui l'a vécu et tu te dis, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et en fait, ça c'est l'espace de vraiment de quelques petites secondes, mais qui restent en fait tout le temps, tous les jours, qui sont là. Donc au moment où ça arrive, tu te dis, oula, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Ça, tu te poses cette question une seconde. Et puis après, tu vois la personne. Donc là, tu te dis, bon, tu es de toute façon impuissant. Et voilà, donc il faut essayer de comprendre. Et au moment où ça arrive, tu te dis, ok, il va falloir que j'essaie de... En fait, tout de suite, tu te mets, en plus, les hommes, j'ai l'impression qu'on se dit encore, il faut qu'on se mette en mode, il faut qu'on trouve une solution pour que ça s'arrange. Premier réflexe qu'on a, en fait, et premier réflexe que j'ai eu, en tout cas. Il va falloir que je trouve les bons mots. Parce que là, oui, toi, tu as vécu quelque chose, mais la personne, là, est en train de le vivre, ça, et c'est juste horrible, en fait. Parce que tu te dis, ok, on ne vit pas ce genre de choses, c'est comme les règles, en fait, les menstruations, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne vit pas. On n'a pas ces douleurs. Tu vois la personne être vraiment très, très mal de l'extérieur, comme tu dis, physiquement, extérieurement, mais tu ne sens pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est juste, voilà, c'est encore une fois, c'est toujours savoir qu'il y a quelqu'un qui le vit d'une façon et une autre personne qui le vit d'une autre façon, mais toujours se dire, bah, en fait, c'est juste impossible à décrire. Dans ce cas-là, moi, j'ai jamais été sur le fait de me dire, bon, ok, il y a quelque chose pour moi, et en fait, il y a un peu ça qui s'est passé. Ça, je m'en rappelle assez virulemment que j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez moi, mais en fait, j'ai vu la personne en face de moi. Et là, c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce moment d'impuissance. Mmh. Tu veux dire que tu t'es pas tellement concentré sur ton propre ressenti à toi, mais c'était plus sur son ressenti à elle et comment tu pouvais l'aider? Oui, c'est exactement ça. Par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est que la personne m'a vu dans cette situation-là et s'est probablement posé la question, pourquoi est-ce qu'il réagit pas autant que moi? Et c'est encore une fois, c'est plus une perception que j'ai eue. Et là, je donne aussi quand on parle en fait de situations difficiles, c'est une situation de couple qui est difficile à vivre. Et donc forcément, la personne dans la peine est en train de voir comment la personne qui l'accompagne réagit. C'est juste humain en fait, donc je n'en veux pas du tout en fait à la personne qui accompagne ma vie à ce moment-là. Et moi, je savais qu'à l'intérieur de moi, j'étais touché, mais j'étais déjà dans le fait de me dire, on est nés ensemble, il faut qu'on arrive à surmonter cette douleur. Un peu comme le décès de quelqu'un, et ça, je l'avais dit, en fait. Enfin, Mmh. c'est comme un décès, en fait. Toi, tu l'avais bien redit, c'est un deuil, Mmh. et on ne s'en rend pas vraiment compte, et c'est souvent ça, quand il arrive quelque chose, on se dit, il faut que je sois déjà là pour la personne qui vit aussi ce deuil et être présent. Tu étais déjà en fait dans l'après, peut-être dans l'action et là où, ben, peut-être son incompréhension, venait du fait que enfin en tout cas, je sais que moi ça a été comme ça pour moi avec mon mari que tu connais bien, de me dire: «Mon Dieu, mais j'ai cette douleur-là et pourquoi lui, il exprime pas la même douleur finalement?» Et après, c'est comme tu l'as dit, hein, chacun est très différent. Cette douleur-là, on la vit aussi, différemment et je pense que quand on voit quelqu'un qu'on aime qui est mal, on essaye aussi parfois de prendre un peu le contre-pied pour pouvoir, bah, l'aider à aller mieux. Ce qui est pas forcément ce que la personne recherche à ce moment-là, mais on le sait pas et c'est comme ça, chacun fait de son mieux pour aider l'autre dans une situation, qui est complètement, inconnue, soudaine et terriblement difficile à vivre. Complètement. Et en plus, au moment où là, où on est en train de faire ce podcast, je sais que moi, j'ai eu l'occasion, en fait, d'entendre un des derniers podcasts que tu as fait sur une personne, en fait, qui parlait justement d'un deuil. Très, très grande maturité. Le terme, c'était l'après-éclampsie. Et là, ça m'a bouleversé parce que il y a une chose que j'ai trouvé assez fort, et que justement, c'était tout de suite trouver le soutien, en fait, de la personne extérieure, de la famille, du conjoint, dans cette acceptation aussi. Et ça, c'était très dur à la fois, enfin, c'était très bouleversant, mais à la fois c'était beau et fort ce message en fait de savoir s'entourer à ce moment-là Mmh. et savoir comprendre en fait le fait qu'on ne va pas forcément vivre les choses de la même manière. Exactement. C'est un message très puissant que Morgane, a passé, au travers de son témoignage et c'est vrai que elle m'a aussi bouleversée sur le moment et même en réécoutant après son épisode. C'est vrai qu'elle a vécu un moment terriblement difficile et elle en ressort une vraie force, c'est incroyable. Je me demandais aussi, enfin, tu sais, moi, quand, j'ai vécu, ma fausse couche, en fait, j'ai pas compris ça tout de suite. Ça a été très difficile parce qu'en fait, je m'étais beaucoup projetée avec ce bébé, très vite. Et toi, en fait, du coup, comment c'était? Est-ce que tu t'étais déjà imaginé une vie avec lui ou pas? Alors oui, c'est vraiment quelque chose que tu as dit. Ce sont des choses qui ne se disent pas forcément, en fait, entre hommes. Et cette vision, en fait, on l'a tous, je pense, hein, par contre, tous, on l'a dans sa tête, on se fait ses projections. Alors oui, je l'ai eu, ces projections. C'est cette idée de qu'est-ce qui va se passer après. J'étais déjà dans la préparation, on était déjà dans la préparation de où est-ce qu'il va être, où est-ce qu'il faut qu'on change d'endroit, de déménagement pour avoir une place pour cette personne. Il y a plein de choses qui se passent parce que forcément c'est un désir qui est très fort chez moi d'avoir des enfants. Je dis pas qu'il l'était parce que je sais qu'elle l'est encore, mais encore une fois, et ce sont des choses qui avancent aussi avec le temps et je sais aujourd'hui me dire que je peux faire sans.
Mais oui, il y a eu ces moments des choses qui vont se préparer, comment accompagner tous les jours aussi déjà de presque parler en fait au bébé dans le ventre. Enfin des petites choses comme ça, de toucher le ventre de ma partenaire. J'avais cette idée de pouvoir le porter. C'est parce que pour moi, c'était vraiment la première fois qu'il y a eu vraiment le moment le plus proche où je me suis dit, j'allais être papa. Et pour moi, forcément, je me suis aussi alimenté de choses que j'avais vues avec mes amis, avec la famille, etc., même des choses que j'avais lues ou vues hein, dans les films, etc. Et tu t'imagines un petit peu ce moment où tu vas voilà, être présent pour la personne, l'accompagner, tout ça. Et puis d'un coup, ben, tu te reposes des questions, tu dis, mais en fait, tu ne choisis rien du tout, tu ne peux rien t'imaginer, mais tu ne peux pas t'empêcher en fait de le faire. Dans mon histoire aussi, mon expérience, c'est que je l'ai vécu plus d'une fois. Et donc, à chaque fois, il y a eu toujours OK, non, mais il peut se passer. J'essaie de voir les choses positivement après la première fausse couche et de me dire, bah, c'est pas grave si on retente et il y aura encore ce moment où tu pourras t'imaginer. Surtout quand tu sais que voilà, tu te dis, ah ben, on fait le test. Ah, ouais. Donc, tu te remets ça encore une fois en te dire, bah, si tu peux encore rêver en fait. Tu peux encore te dire, tu as le droit de t'imaginer. Et puis tu vois aussi l'autre personne qui en fait est moins dans cette imagination, elle est beaucoup plus dans la réserve en se disant en fait je ne sais pas. Donc du coup je ne veux même pas essayer de penser. En tout cas je dis ça, on a eu des échanges, j'ai ressenti en fait qu'il y avait forcément cette crainte. Je la comprends complètement encore plus avec du recul maintenant en fait. Et chez toi, du coup, il y a pas eu cette crainte-là quand c'est arrivé, du coup, une deuxième fois? Il y a eu la crainte forcément puisque c'était Ouais. déjà arrivé, c'était très dur parce que c'était quand même suffisamment tard. Mais quelque part, je sais pas, je pense que j'ai toujours eu en fait cette idée encore d'essayer de garder quelque chose de positif parce que en fait, quand il se passe des moments comme ça, c'est pour ça que je lui disais le comment, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire. Et Morgane en a parlé en fait dans ce podcast aussi justement, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'ai pas suffisamment psychologiquement accompagné la personne? Est-ce que j'étais trop dans le négatif? Est-ce que j'étais trop dans le positif? C'est de trouver en fait ces mots parce que encore une fois, il y a la seule chose que le partenaire peut faire, c'est d'être présent. Et j'en avais parlé la dernière fois aussi, c'est comment tu peux être présent de n'importe quelle manière. Être là, physiquement, ne pas être là parfois aussi parce que la personne a besoin de temps, d'avoir les bons mots, qui soient parfois aussi justement dans l'empathie, de comprendre qu'il se passe quelque chose de grave. Mais en même temps, tu peux te dire aussi, mais la personne ne veut pas non plus être complètement prise dans le oui, ben, tu as besoin de me réconforter. Voilà, c'est vraiment très très dur parce que la notion d'impuissance est vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est super intéressant que tu partages ça parce que et effectivement, tu mentionnes cette notion d'impuissance, mais dans tes questionnements, il y a aussi, on dirait un peu une notion de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai Oui, fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Et à nouveau, je veux pas faire de généralité, mais quand je regarde par rapport à mon histoire, en fait, cette notion de culpabilité autour de la fausse couche, elle était aussi très, très forte chez moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Est-ce que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai été à la montagne, alors que j'aurais pas dû? Enfin, des trucs, qui, avec le recul, on se dit: «Mais pourquoi, en fait, se poser ce type de questions-là?» Mais en fait, tout nous traverse l'esprit parce que, on essaye de se rattacher à quelque chose qu'on n'aurait pas bien fait pour que la prochaine fois, on s'assure finalement que ça ne se repasse pas et en fait, c'est pas du tout entre nos mains. ouais, c'est exactement ça. Sa culpabilité. Alors moi, de mon côté, j'ai eu énormément de mal, à en parler, autour de moi. Il m'a fallu, beaucoup de temps pour me libérer finalement. Est-ce que toi, tu as trouvé l'espace, les mots ou même le droit de le faire? En fait, je pense que c'est chacun qui se met cet espace, c'est chacun qui peut se sentir à un moment donné, en fait, trouver cet espace. Le droit, en fait, je me suis autorisé à en parler quand j'étais prêt. Donc tout est lié à soi. Et tu avais dit, Est-ce que tu as trouvé les mots? Moi, il me manquait les mots, tu vois? alors les mots, mais comme moi, j'ai pris beaucoup de temps à en parler. Je sais que je n'avais pas les mots à ce moment-là, en fait. Même avec la personne avec qui je partageais en fait ma vie à ce moment-là, je ne savais pas si j'avais les bons mots. En fait, je vivais le moment en me disant, je dois juste être présent. Ça, c'est, je me disais dans ma tête. Les mots, je ne sais pas si j'ai pu y avoir dit des bons mots, puisque je sais qu'on a eu des moments très très durs et difficiles en fait, hein, comme tout couple, on va dire. Hein. Mais en plus, dans cette épreuve-là, ça rajoute une difficulté parce qu'il y a de la culpabilité de part et d'autre. Au moment donné, en fait, avec la personne, je n'ai pas eu les mots, je n'ai pas trouvé l'espace et je ne me suis pas autorisé à en parler. C'était presque tabou, en fait. Et c'est vraiment plus tard, et du coup pour moi, donc c'était tabou avec la personne, je n'en parlais même pas à d'autres personnes, parce que si je n'arrivais pas à en parler avec la personne avec qui je me sentais le plus proche,
c'était impossible pour moi d'en parler à quelqu'un d'autre, Mmh. d'une certaine façon. Et je pense que tout ce tabou dont on parle, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Donc déjà, pour les hommes, de manière générale, tous ces genres de choses sont, je ne généralise pas, mais sont beaucoup moins des choses que l'on dit, en fait, entre amis, entre très bons amis. Moi, j'ai découvert des choses sur mes très bons amis qui n'étaient pas forcément quelque chose de fatal. On parle pas de choses critiques comme ça, mais pour autant, voilà, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement à des très très bons amis. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi on a ça. C'est comme tu dis, la façon dont tu as posé la question, est-ce que tu as trouvé les bons mots? En fait, c'est trouver les bons mots pour que ça résonne pour l'autre personne, mais sans que ce soit lourd pour la personne. Parce que quelqu'un à qui tu dis ça, c'est comme si tu lui faisais porter un fardeau. Tu te l'enlèves du tien, mais presque tu le donnes à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est peut-être comme ça que je m'imagine en me disant, mais pourquoi quelqu'un doit aussi porter ça? En fait, déjà, moi, je dois le porter et je peux pas ne pas le porter. Je peux pas faire semblant de pas le porter. Parce qu'on a peur de faire de la peine, tu penses? Alors, on a peur de faire de la peine. En tout cas, à la personne avec qui on est sûr, on a peur de faire de la peine d'en reparler, de réveiller en fait des choses qui sont déjà dures et à vivre tous les jours. Aux autres personnes, je pense pas qu'on ait peur de leur faire de la peine, mais qu'ils aient de la peine pour nous. Et je pense j'ai peut-être un peu la fausse idée que les gens vont avoir de la peine pour moi. C'est pas quelque chose de mauvais en fait. Ils peuvent être tristes pour moi. Ils ont le droit d'être tristes pour moi. Et je dois leur laisser l'espace d'être tristes pour moi. Ça doit pas être quelque chose que je dois m'empêcher de voir de mes amis en fait. Mais quelque part, je me disais, ben non. Et en plus, il y a eu des moments, alors ça, là, c'est vrai que j'en parle. Le moment où c'est arrivé, et là, je sais que je m'en suis voulu, et j'en parle aujourd'hui, mais quand c'est arrivé, il y avait en même temps aussi un moment joyeux qui allait arriver à notre événement, qui est un mariage, qui se passait après. Et en fait, je n'ai pas voulu en parler pour ne pas mettre le feu de projecteur sur nous, sur ce moment qui était dur, alors que des personnes allaient célébrer un moment heureux. Et en fait, c'est des choses comme ça qui se passent dans ma tête. Et je me suis dit, mais avec le recul, maintenant, au moment où, en fait, où tu le fais, tu te dis, ben non, c'est comme, enfin, non, il faut pas générer ça. Très bêtement. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est comme quand tu perds quelqu'un, en fait, en plein milieu, tu peux pas faire semblant, en fait. Puis les amis sont là pour se soutenir aussi. Oui. Ça, c'est un moment qui a été très dur pour moi. Je sais que quand j'y pense à chaque fois, ça me fait toujours quelque chose parce que je me dis, c'était pas très juste, en fait, pour la personne qui l'a vécu avec moi. Et vous avez eu l'occasion d'en rediscuter ensemble? Après, plus tard? Après, mais pas de la bonne façon, parce qu'en fait, j'étais encore là, tu vois, ce sont des choses, c'est vrai, quand on dit, quand il se passe des choses difficiles dans un couple, après, ça reste et ça s'ancre. On a eu l'occasion de discuter, mais c'était plus dur parce qu'en fait, c'est comme si la personne pensait que je ne ressentais pas la même chose et que je me disais, je pouvais penser à autre chose. En fait, je pense que j'étais complètement perdu. Maintenant, je peux le dire, hein, enfin, avec vraiment ce recul, j'étais juste perdu et je trouvais cette réponse, cette solution la plus facile pour essayer de me dire que j'avançais ou quelque chose d'heureux. Et est-ce que du coup, cet événement-là t'a changé dans ta façon de voir la parentalité? Complètement, en fait. Et je pense que c'est pas par hasard, en fait, que je sais que j'écoute toujours tous tes épisodes et j'en ai écouté d'autres aussi. Avant ça, c'est vrai que quand tu m'en as parlé, je dis, mais nickel, je veux vraiment le faire, je veux bien écouter ce que disaient les autres. Et en plus, merci à toi d'avoir aussi invité des hommes à en parler, de la parentalité et de comment ils vivent la parentalité. Donc ça m'a fait complètement changer, encore plus m'intéresser à comment aussi la personne qui porte l'enfant le vit, même si j'ai toujours pensé, et je l'avais dit dans mon ancien épisode, hein, ce pouvoir que vous avez. Ce pouvoir, c'est une épée à double tranchant. Donc oui, c'est pour moi, je sais que même quand je le vois en fait avec mes amis, d'ailleurs récemment aussi qui ont eu des enfants, ça me redonne encore plus cette énergie, enfin cette idée que la parentalité c'est vraiment quelque chose de très 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 complexe. En tout cas, de comment le vivre de A à Z, hein, jusqu'à que je n'ai jamais connu en tout cas jusqu'à l'arrivée du bébé. Mais ça ne me change pas l'idée que c'est quelque chose que je trouve beau parce que donner la vie, c'est pour moi encore une fois le truc ultime que l'être humain peut faire. Mmh. On arrive, presque à la fin de notre échange. Déjà, j'aurais des tonnes d'autres questions à te poser, mais je vais peut-être terminer avec une dernière, c'est, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise à toi? Parce que, moi, par exemple, j'ai eu le droit à une fois que j'ai pu, en tout cas, exprimer, que j'avais fait une fausse couche, j'ai eu le droit à pas mal de phrases, très maladroites ou bien, à des rien du tout et je crois que finalement les rien du tout, ces silences-là, ils sont bien pires, ils font bien plus mal. Est-ce que, tu aurais voulu, qu'on te dise, des choses en particulier que tu n'as pas entendues? Alors, je pense que je reviens un petit peu à ce que j'avais dit au tout début, en fait, de cet entretien. C'est que c'est des choses qui sont propres à chacun. Ce sont des choses que l'on vit chacun différemment.
Je sais qu'à ce moment-là, moi, dans la période dans laquelle j'étais, je me suis dit, il faut déjà que je sois présent avec la personne. Donc, si j'avais envie qu'on me dise des choses, c'est voilà comment tu aurais dû accompagner ta compagne. Parce que j'ai déjà vécu aussi. Ce serait plutôt ça, en fait, que je. Pour moi, c'est un peu comme les décès de quelqu'un de proche. Avançant dans la vie, je me suis dit, en fait, c'est très difficile de demander à quelqu'un de savoir, d'être empathique tout le temps. Parce que j'ai perdu quelqu'un, de trouver le bon mot. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des choses qui sont propres. Je n'en voudrais pas aujourd'hui à quelqu'un de ne pas m'avoir compris quand j'étais dans ce deuil. Parce que, déjà, soit j'en ai parlé, soit j'en parle, et donc, du coup, la personne réagit. Donc, ce que j'aurais aimé plutôt, c'était comment pouvoir agir mieux en son âme et conscience, comment apaiser aussi son esprit et sa conscience pour pouvoir apaiser l'esprit et la conscience de la personne avec qui tu partages, en fait, ce drame. Ce serait plutôt ça, en fait, sur lequel je me serais plus attardé. Mais je comprends très bien ce que tu dis. Parfois, il y a des moments, en fait, de silence qui sont hyper durs. Et ce moment de silence, par contre, tu vois, que tu dis, que tu as pu ressentir, ça aurait pu être ce moment de silence que peut-être ma compagne a pu avoir quand elle m'a vu réagir la première fois. C'est une très belle prise de conscience même que tu as là. C'est pas du tout évident et je trouve que c'est aussi, une belle preuve d'amour, tu vois? De penser comme ça, aujourd'hui et de se dire: «Bah, finalement, en fait, c'est pas tant pour moi que j'aurais voulu, qu'on me soutienne ou qu'on me dise des choses, en particulier, mais c'est plutôt, qu'on m'aide moi à mieux aider finalement, ma partenaire». Absolument. C'est ça ma vision de la parentalité aujourd'hui, en fait. C'est le fait vraiment, comme je disais, c'est d'accompagner la personne. On fait un enfant ensemble. C'est quelque chose que je trouve beau dans cette manière-là. Mmh. Mais comme c'est la mère qui porte, et là, ça rajoute encore un truc. Ça me touche beaucoup, ça m'avait déjà beaucoup touchée, la première fois quand, tu, nous avais partagé, ton désir, d'être papa. Ça me retouche en plein cœur, là, Touve, et tu sais, voilà, à quel point, je t'aime fort et voilà, merci beaucoup de partager, tout ça, librement et avec beaucoup de courage, au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Je suis, certaine que ça pourra, aider, celles et ceux qui écouteront cet épisode, certainement à se sentir aussi un peu moins seuls et ça donne aussi beaucoup d'espoir parce que voilà, dans ces événements-là qui sont, difficiles, il y a toujours, finalement, une sortie, au tunnel. C'est exactement ça. C'est une note positive. Ouais. Merci encore et je te dis, à très bientôt. Merci Alicia. Merci à tous d'avoir mis des mots sur ce qu'on préfère souvent taire. Parler de l'arrêt de grossesse du point de vue d'un homme, c'est encore rare. Et pourtant, c'est tellement précieux. Parce que ce deuil ne touche pas que le corps d'une femme, il touche un couple, un projet, un espoir. Cet épisode, c'est un peu comme une main tendue pour dire à celles et ceux qui passent par là, tu n'es pas seul. Et j'espère de tout cœur qu'il contribuera à ouvrir d'autres espaces, d'autres voies, d'autres liens, parce qu'ensemble, on est plus fort. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à dans 15 jours sur Insubmersible pour un nouveau témoignage. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.